fait, bon, ça, il défend l'idée de sultan batailleur, mais dans le livre, il fait l'inverse. Hein. Parce qu'on est envahi par des pirates, et au final, on fait appel à tous les sultans pour défendre les Comores, les 4 îles. Donc c'est un peu l'inverse, c'est pas des batailles qui se battent fort contre leurs voisins ou contre leurs frères. Non, s'il n'y a pas un ennemi étranger, ils se chamaillent entre eux. Oui, mais dès que l'ennemi qui vient de l'extérieur, ils se coalisent pour essayer d'affronter l'ennemi. Bon, après, sur l'idée de sultan batailleur, il faut m'arrêter quand je suis trop long parce que j'ai écrit pas mal dessus. J'ai participé à pas mal de colloques sur cette histoire-là des sultans batailleurs. Et en fait, ça tient pas debout du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont répété la même chose dans d'autres pays africains. C'est-à-dire, ils vont démontrer que les gens qui sont sauvages, ils se battent entre eux. Et grâce à nous, on a installé la colonisation, on a ramené la paix. C'est une sorte de justification de la colonisation. Avant nous, ils étaient en train de s'entretuer. Et quand on est arrivé, on a installé la colonisation, et ben ils sont tranquilles maintenant. On a amené la paix. Donc c'est une thèse qui n'est pas seulement sur les Comores, mais sur l'ensemble des pays colonisés. C'est une manière de justifier la colonisation. Ensuite, Urbain Forêt qui a inventé l'expression en 1942. En fait, il ne va pas très loin dans l'histoire. Il s'arrête à la fin, quand la colonisation est déjà là, où les gens se battent où Saïd Ali se bat contre Msafoum pour s'imposer seul. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans les traditions comoriennes où ils se retrouvaient, entre la Grande Comore, où ils se retrouvaient et désignaient un sultan des sultans, un sultan de Tibet. À la fin, la France choisit Saïd Ali, et bien sûr il y a bagarre, puisque c'est un élément extérieur qui rentre dans le jeu. Alors que jusque-là, ils se retrouvaient entre eux, ils décidaient qui devait être sultan des sultans. Et il prend en compte que la fin, c'est-à-dire au moment où les Européens interviennent dans les 4 îles ou presque, et pas avant. Et on a peu d'éléments avant. Et puis les guerres, il faut s'imaginer, puisque tu es romancier, les guerres de l'époque, qu'est-ce que ça pouvait être? Si on compare aux guerres des pays européens, ils s'entretuent, la guerre des religions, où on éventre les gens, les femmes enceintes, etc. pour la religion. Ils ont fait beaucoup plus de massacres dans les guerres européennes que dans ce qui pouvait se passer aux Comores, où on devait se battre entre 4 guerriers ou 5 guerriers, et ça se finissait là. En réalité, si on regarde dans l'histoire, pour le moment, moi j'ai pas d'exemple, mais peut-être qu'on en trouvera, d'exemples d'expéditions d'une île à une autre, de batailles entre sultans. Il y en a très peu. Si tu regardes dans l'histoire, on n'entend pas, voilà, le sultan de la Grande Comore part, etc. Ça se passe juste à la fin, c'est-à-dire au 19e siècle, où on a sultan d'Anjouan qui veut récupérer Moëli, par exemple. Moëli, tu en parles, c'est ça que je voulais te dire. Moëli, tu en parles très peu là-dedans, alors que... Enfin, j'ai terminé avec les sultans batailleurs, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ça tient pas du tout, en fait. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde dit sultan batailleur, d'autant que nos hommes politiques ont cette fâcheuse tendance. Alors on dit, ah, mais c'est nos ancêtres qu'on a hérité. Mais ça tient pas. Et dans tous les pays africains, ils ont dit la même chose. Et ça, tu disais que c'est péjoratif, mais beaucoup de personnes qui utilisent cette expression l'utilisent dans le sens inverse, en se valorisant. Comme quoi on était des sultans batailleurs, qu'on était des guerriers, qu'on se battait. C'est pas du sens de... C'est pas du tout. Forêt. Ouais. Oui. Ouais. Non, c'est pour ça que moi je privilégie le terme de combattant. Les sultans combattants, les sultans combattants. Le royaume combattant, en Chine, dit avant que la Chine soit réunie sous l'empereur Qin, c'était des sultans, des royaumes combattants. Il y avait au million de royaumes. En Italie, il y avait des micro-États, des cités-États, en Allemagne, et ainsi de suite. C'est d'ailleurs, c'est après les guerres napoléoniennes que cette idée de sentiment national a commencé à émerger dans la plupart des royaumes d'Allemagne. Enfin, en Allemagne, il y avait quoi? Il y avait la Bavière, il y avait je sais quoi. Ah, tu prends la France. Oui, la France, il y avait toutes les. Normands, déjà, la France, Celtes, c'était juste. Le royaume de France, c'était juste l'île de France. Oui, hein. c'est ça. Et après, il y avait la Normandie, il y avait le roi de Normandie, il y avait aliéné en Aquitaine, Richard Cœur de Lion, qui était roi son fils qui était roi de Normandie et de je sais où, d'Angleterre. Alors que l'île de France était le roi de France, qui voulait marier sa fille à Richard Cœur de Lion pour qu'il réglisse leur C'est pour ça que je te dis que finalement, ils étaient pires. C'était ça. C'est pour ça que je Petit à dis petit, moi je me place dans la logique de la chronologie historique. C'est que logiquement,
il y a un moment où ces micro-États, ces cités-États existent, et par la force des choses, on va vers une réunification petit à petit. Ça a été un peu l'exemple partout dans... Ça, c'est la logique européenne aussi, c'est pour ça. Parce que c'est ce que Martin nous ressort maintenant, à la fin de sa vie, hein, parce qu'avant, il ne parlait pas de ça. Il a écrit un livre dessus, Mayotte département, je crois que ça s'appelle, et où il montre qu'il n'y a pas de nation comorienne parce qu'on n'a jamais réussi à faire cette synthèse-là. Mais c'est dans la logique européenne. Mais si tu prends la logique africaine, c'est ce que tu appelles les micro-cités, là, bah, ça a été à l'origine de la brillante civilisation du Swahili au 11e, au 12e siècle. Des cités qui ne se faisaient pas la guerre, hein, mais commerçaient, et où beaucoup d'Anjouanais étaient mêlés, parce que les Anjouanais, tu en parlais tout à l'heure, au 15e, 16e siècle, ils partaient déjà commercer dans ces cités-là, avant Gazidja, avant... Enfin bon, c'est pas forcément, je vais dire, on a appris à l'école la manière en fait de former une nation, etc. Ernest Renan nous a fait relire tout ça. Mais il faut à chaque fois relativiser et se dire c'est une conception européenne de l'État. Mais il y a eu d'autres conceptions de l'État, et notamment il y a une conception qui était là, Swahili, qui était les cités, qui était aussi la conception des Grecs avant. C'était aussi des cités, et pourtant ils se reconnaissaient comme Grecs, et ils se sont fait la guerre à un moment ou à un autre. Mais bon. Comment on peut appeler ça, l'équation du concept État-nation. Effectivement, il y a des endroits où la nation a préexisté avant la création d'un seul État, mais il y a des endroits où l'État a créé ce processus de nation. En Italie, on peut dire qu'aujourd'hui c'était une nation, mais il y avait des cités-États. Oui. 1870, l'État italien. C'est récent dans l'histoire. Comme l'État allemand, 1870 aussi, c'est récent. Moi, j'ai juste une intervention à faire, c'est concernant quand tu parlais de... L'idée, c'est que l'histoire soit connue du plus grand nombre. Mais au final, en fait, on peut se poser la question, où est l'État? Parce que est-ce que c'est pas l'État? Bon, j'entends l'État, mais l'idée où, comment cette histoire peut tout doucement rentrer dans les écoles pour que les enfants puissent apprendre l'histoire. Là, tu l'as romancé. Est-ce qu'il y a un projet en lien avec un gouvernement ou un livre en fait, sur lequel les enfants pourraient s'approprier en fait, ne serait-ce qu'il y avait un manuel d'histoire. Où est-ce que ça en est, comme Mahmoud avait initié ça aussi, donc c'est l'histoire. Est-ce que finalement, quelque part, quand vous mettez en avant, est-ce que c'est pris par nos dirigeants? Ou est-ce qu'il y a un projet, de ton côté, à savoir réfléchir à comment amener tout doucement l'État à se saisir en fait, de ce que tu proposes pour les enfants, parce que c'est pas malheureusement tous les enfants qui vont avoir les moyens et les familles d'acheter un livre. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à comment tout doucement introduire cette histoire dans les écoles? Là, c'est toi, futur ministre de l'Éducation, qui ont posé la question. Inch'Allah. C'est plus l'écrivain. Nordine cherche le problème. Nordine cherche le problème. C'est ça. On en revient toujours dans une question. Non, c'est pas la priorité de l'État aujourd'hui, l'éducation. Franchement.